écrans devant nous, donc ça pense que ça veut dire qu'il faut qu'on commence nous aussi. Déjà, bonjour à tous, vous êtes super nombreux. Je suis sûre que c'est parce que vous savez que chacun de mes invités est incroyable. Donc je suis vraiment très contente. Bienvenue pour cette 3e journée des Utopiales. Aujourd'hui, nous allons parler de est-ce que l'IA est une personne? Alors, on a beaucoup parlé d'IA et d'intelligence artificielle depuis 3 jours aux Utopiales. C'est un vaste sujet. J'ai hâte d'ouvrir la question au public aussi, donc vous aurez le temps de prendre le micro. Et j'ai très hâte de savoir ce que vous en pensez. Mais d'abord, on va commencer par réfléchir un peu avec mon panel à cette question. Et pour m'accompagner sur cette réflexion, enfin moi je ne vais pas faire grand-chose, normalement c'est eux qui travaillent, je suis accompagnée donc à ma droite de Thibaut Giraud. Tu es plus connu sous le nom de Monsieur Phi, où tu sévis sur YouTube depuis 2016. Mais tu es également docteur en philosophie avec une spécialisation dans le langage et la logique. Et tu as notamment publié en 2025 Philosophie des grands modèles de langage aux éditions du Grasset. Oui, le titre c'est La parole aux machines en fait. Ah, pardon, je ne sais pas lire. Après, à côté de toi, nous avons Yannick Goulamoussen. Bonjour. Toi aussi, tu es un scientifique, tu es aussi titulaire d'un doctorat à l'interface entre la physique et la biologie. Tu travailles notamment pour le développement de technologies de pointe pour l'observation du cerveau. Et ta spécialité concerne la conception et l'optimisation de microscopes avancés, permettant d'explorer les mécanismes neuronaux sous-jacents à la représentation et à la perception sensorielle. Vaste programme, s'il en est. Et nous avons Mathieu Bablet. Bonjour. Que vous connaissez tous, bien sûr, mais comme d'habitude, je vais vous le représenter rapidement. Tu es scénariste et illustrateur de BD, tu es diplômé de l'ENAI, tu as publié entre autres Shangri-La, Carbone et Silicium, et également ta nouvelle BD Silent Jenny qui vient de sortir. Et si vous êtes des aficionados des Utopiales, vous savez que Mathieu a réalisé une affiche pour nous en 2019. On a déjà un peu évoqué l'IA tous les deux hier. On va continuer. Alors, quand j'ai vu le sujet l'IA est une personne, enfin je dis ça, mais c'est moi qui ai créé cette table ronde. Donc, quand je me suis dit de quoi allons-nous parler, l'IA est une personne, je me suis demandé déjà, avec vos 3 profils à la fois très différents mais très complémentaires, selon vos spécialités et dans votre travail et votre approche en fait de vos métiers, comment vous définiriez une personne? Vous n'avez pas 4 heures. Voilà. Alors si on remonte un peu à l'origine de ce terme-là, j'en ai déjà parlé à la table ronde ce matin, donc je suis désolé pour ceux qui ont fait les deux. Mais il y a un chapitre très important du traité sur l'entendement humain de John Locke qui traite de la notion d'identité personnelle et qui introduit cette notion de personne en philosophie. Et l'originalité de son approche, c'est de définir. Donc, il définit d'abord l'identité du corps. Il dit effectivement, on reste le même corps à travers le temps, même si la matière change un petit peu, mais il y a une continuité dans le fonctionnement de l'organisme. Donc voilà, il y a l'identité du corps. Ça fait que le même corps existe à différents moments du temps. Mais on est aussi la même personne à différents moments du temps. Et ce qu'il entend par personne à ce moment-là, c'est ça a trait à la mémoire et au fait de pouvoir s'attribuer soi-même des actions passées et de s'intéresser à des actions futures comme si ça allait être les nôtres. C'est fondamentalement ça ce qui fait la personne, c'est cette unification entre ce dont on fait l'expérience au présent, les actes passés qu'on s'attribue et les actes futurs qu'on s'attend à avoir. Voilà. Donc ça serait ça la définition originelle, si j'ose dire, de la personne en philosophie. Du point de vue neurosciences, on va être plus simple, c'est un cerveau, un corps, un ensemble de muscles, de cellules qui a pour but de percevoir le monde extérieur et percevoir aussi son soi, c'est-à-dire soi par rapport au monde extérieur. Donc vraiment de la perception et ensuite avoir une boucle entre ce qui se passe à l'extérieur, comment le cerveau réagit et comment on va réagir par rapport au monde extérieur. Ce qui serait la version courte de ça. Et du point de vue artistique, en fait, la question de qu'est-ce qu'une personne, on se la pose constamment au début d'un projet, quand on a pour but d'insuffler la vie à un personnage de papier qui est finalement qu'une juxtaposition de traits. Et donc, vraiment, voilà, on n'est pas dans de l'IA, mais vraiment dans la création d'un être qui doit émouvoir, ou en tout cas partager des idées et presque une psychologie que les lectrices et lecteurs pourront ensuite saisir. Donc
donc une personne, c'est avant tout et principalement en bande dessinée un physique unique et qui va se distinguer des autres personnages qu'on va dessiner dans une planche, et une psychologie qui va passer par l'acting, donc la démarche, les poses, etc. Et puis par des dialogues, une voix, une vraie voix et une vraie voix intérieure même qui est attribuée à ce personnage. Alors c'est très intéressant parce que vous avez tous évoqué le corps, en fait, d'une certaine manière. Et c'est une question qu'on a un peu évoquée, nous, hier aussi, la corporalité. Aujourd'hui, et on en parlait hier avec Mathieu, donc tu disais quand tu as écrit Carbone et Silicium, tu as dit il me semblait évident que pour créer de l'empathie, il fallait que j'utilise un corps. Alors si tu veux développer, je te laisse. Oui, en fait, parce qu'il fallait être un peu pragmatique, c'est-à-dire que faire une BD de plus de 200 pages avec des assistants vocaux, à un moment, ça n'allait pas être très très intéressant. Donc il y a cette démarche qui est avant tout visuelle, de trouver comment incarner les deux intelligences artificielles du roman graphique, et en même temps, moi cette problématique, elle était intéressante parce que justement, encore aujourd'hui, il y a une distance assez forte qui est faite entre ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui n'est pas incarnée et une intelligence artificielle qu'on fantasme et qui aurait un corps et qui donc pourrait avoir un impact sur le monde, et le monde pourrait avoir un impact sur lui. Et en plus, c'est intéressant parce que, et ça revient à la question, tu disais, il faut donner une démarche, en fait une identité visuelle à ton personnage. Et en plus, toi, dans Carbone et Silicium, tes personnages changent de corps régulièrement. Comment tu gères du coup le fait qu'on sache que c'est toujours eux, alors que pour le coup, là, contrairement à ce que tu disais, il n'y a pas de continuité du corps. Comment on fait quand il n'y a pas de continuité du corps pour continuer à incarner la même personne ? Il y a vraiment cette volonté que chaque personnage ait sa voix propre, une forme de diction personnelle et vraiment une réflexion qui transparaisse dans les dialogues. Donc c'est vrai qu'il y a cette volonté souvent que tout ce qui est de l'ordre justement de la pensée, du dialogue intérieur soit extériorisé par les échanges que les robots peuvent avoir avec d'autres robots ou avec des humains. Et puis il faut qu'il y ait quand même une continuité graphique et visuelle, et en l'occurrence dans Carbone et Silicium, il y a quelques astuces graphiques comme ça qui me permettent de dire que à chaque temporalité, on sait quand même de qui on parle. Oui, en fait, justement, alors, je suis désolé, j'ai pas lu, mais il y a une continuité dans la mémoire justement, surtout donc en fait, ça illustre assez bien ce que disait Locke, justement, c'est que là, on n'a pas de continuité corporelle, mais c'est bien la même personne parce qu'il y a la continuité mémorielle qui, en fait, est la chose importante. Si, voilà, tout à coup, on échange nos souvenirs, et mes actes de ce matin, je sais pas, j'ai jamais réussi à expliquer ça clairement parce que c'est compliqué, mais l'idée c'est que je vais, alors que je suis dans votre corps, m'attribuer les actes de ce matin, et donc c'est en ça que je suis la même personne qui aurait fait les actes ce matin. En gros, c'est la mémoire qui est le critère important. Et donc finalement, tu reprends ce truc-là dans la construction de ces changements de corps, ce qui est assez classique en demeurant. Et pourtant, je m'adresse à toi, mais il y a aussi une mémoire du corps. Comment on gère ça, toi qui travailles sur les sensations et la relation entre l'esprit et le corps, comment on gère ça ? Donc, si on revient vraiment aux fondamentaux du cerveau, ce qu'on appelle la mémoire, c'est de l'information qui est stockée dans le cerveau. Et ensuite, le cerveau l'utilise ou pas, il le stocke, et c'est ça qu'on va ressortir et qui peut faire notre personnalité. Elle peut être... La perception du corps se fait de deux manières. Soit directe, c'est-à-dire quand on est éveillé, il y a quelque chose qui nous vient devant les yeux. Quelque chose qui nous vient devant, on va se protéger direct. Là, ce n'est pas de la mémoire, c'est vraiment une réaction directe qui va passer par les circuits de perception. La mémoire, par contre, c'est quelque chose qui va être sous-jacent, qui va rester, et qu'on va réutiliser ou pas, s'il nous en reste, à des moments opportuns. Si je reviens à la question principale qui était l'IA est une personne, si vous avez tous utilisé ChatGPT, ChatGPT a une mémoire. Si vous lui posez une question et que vous revenez 3 jours plus tard et que vous lui posez la suite de votre question, il va vous répondre. Est-ce que ça en fait une personne ? Pas vraiment. Le point important dans les théories actuelles qui fait qu'une IA n'est pas une personne, et du coup je coupe le débat tout de suite, c'est que... voilà, c'était sympa. Merci à tous d'être venu. C'est que l'IA n'a pas de corps. Pourquoi votre conception de l'espace, de vos actes, d'une certaine morale que vous avez,
vient du fait que vous avez un corps qui est dans un environnement et que votre corps, désolé, mais vous allez mourir. Et Merci, c'était gentil. Allez, bonne journée. et c'est ce qui fait que tous vos actes, en fait, découlent de ça. Si vous aviez une vie infinie, si vous pouviez aller de corps en corps, bah, vous n'auriez pas la même vie. Donc carbone et silicium, ils changent de corps, mais ils sont quand même poursuivis en permanence. Donc ils ont cette urgence de vivre le moment que ChatGPT, pour l'instant, n'a pas et n'aura pas avant, je ne sais pas quand. Donc, Alors, la conception du corps, comme on l'a dit, c'est vraiment le point, je pense, crucial du sujet là. Alors c'est intéressant parce que c'est aussi quelque chose qu'on a abordé hier et je voudrais revenir dessus. Tu parles de ChatGPT. ChatGPT n'a pas de corps, donc il n'est pas incarné physiquement. Pourtant, on a vu que des gens s'étaient vraiment attachés à cet agent conversationnel au point d'en faire un ami et de projeter sur eux, enfin, vrai, comme s'il y avait une personne derrière. Du coup, il y a une espèce de dissonance cognitive entre l'IA telle qu'elle existe réellement et l'IA telle qu'on l'aperçoit parce qu'on a été un peu biberonné à la science-fiction qui nous a donné une image de ce qu'est une IA. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, le fait que des gens puissent vouloir relationner parce qu'ils retrouvent une amitié ou l'image d'une personne dans un programme, en fait? Je pense que là, on va toucher plus de la... Je vais dire peut-être de la philosophie ou de la psychologie. Ce qu'on remarque avec les IA génératives, et pourquoi elles nous plaisent tant, c'est qu'elles disent toujours oui, en fait. Peu importe ce qu'on va lui dire, on va se confier, on est triste, ah oui, je te comprends, et il n'y aura que du oui. Jamais, c'est ce qui fait qu'on a des amis, c'est que les amis vont dire arrête tes bêtises. L'IA, non, elle va vous conforter dans votre idée. Et en fait, on aime bien être conforté. Donc, je pense que c'est ça la... Est-ce que c'est une dissonance? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a ce côté, on ne va pas se remettre en question. On a quelqu'un qui nous dit que tout va bien, elle répond bien, parce qu'elle parle comme une vraie personne. C'est là où on se fait avoir aussi, c'est que une IA, enfin en tout cas les LLM comme ChatGPT, sont entraînés pour nous dire « Ah, je pense que… » Elle ne pense rien du tout, c'est juste, elle copie du texte. C'est pour ça qu'on se fait tous avoir en fait par les IA, plus que vraiment on a envie de se faire avoir en fait, je pense. Alors, je ne suis pas entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit globalement. En fait, les LLM sont des choses très très étranges. Le LLM de fondation, c'est un modèle qu'on a entraîné sur des quantités inimaginables de texte à une tâche un peu dérisoire qui est de prédire, enfin de prédire le prochain mot, en gros. Et il faut bien comprendre que ça, on n'y a pas accès. Vous n'avez jamais interagi avec un LLM tel que je viens de le décrire. Ce à quoi vous interagissez dans ChatGPT, c'est un truc qu'on a construit à partir de ça. Et en fait, quand dans l'intermédiaire entre le LLM de fondation qui est entraîné simplement à générer des textes et ChatGPT, en fait, il y a plusieurs couches de modifications qui vont produire le comportement que tu viens de décrire, c'est-à-dire un comportement plutôt en gros un comportement d'assistant IA qui essaye de vous faire plaisir. Mais c'est absolument pas réduire les LLM à ça, c'est vraiment totalement d'accord. Oui. C'est vraiment un des minuscules bouts de comportement qu'on peut obtenir avec un LLM. Il se trouve que c'est celui qui est maintenant le plus développé, celui auquel on pense quand on pense aux LLM ou même aux IA en général. Maintenant, c'est une sorte de synonyme d'IA, ChatGPT, alors que c'est vraiment un usage très particulier. Et le truc très étrange dans les LLM, et c'est intéressant par rapport au sujet de la discussion, c'est que fondamentalement, ce que fait un LLM de fondation, donc vraiment le truc de base, vous lui donnez un contexte et puis il doit générer la suite du texte. Il va générer la suite du texte, il va le faire de façon assez crédible. Finalement, en faisant ça, imaginez par exemple, je prends la transcription là, de tout ce qu'on vient de dire, et puis je le file au LLM de fondation. Qu'est-ce qui va se passer? Il va devoir écrire la suite de ce que je suis en train de dire. Pour faire ça, il fait pas juste, il recopie pas des choses, etc. C'est quand même plus subtil que ça. Pour faire ça, il va simuler mon comportement verbal d'une certaine façon. On peut décrire les LLM comme des simulateurs de comportement verbal. Et pour simuler le comportement verbal d'une personne, on doit avoir une espèce de modèle de comment fonctionne une personne, de comment fonctionnent ses intentions, qu'est-ce qu'il cherche à faire, où est-ce qu'il est, etc. Pourquoi est-ce qu'il... Donc, les LLM sont d'excellents simulateurs de personnes. Et finalement, on interagit toujours avec des sortes de personas
construites par le LLM au moment où on interagit avec. Il se trouve que donc, dans ChatGPT, ce qu'on a, c'est toute une architecture qui fait que le LLM, à ce moment-là, simule une persona d'assistant IA qui est censé être très poli et qui n'est pas censé dire « je pense que », d'ailleurs. Il va justement plutôt être très évasif sur le fait de s'attribuer des états de conscience, pas parce qu'il n'a pas d'état de conscience, enfin, ça n'a rien à voir, c'est juste simplement on lui a indiqué qu'il fallait se comporter comme ça. Son introspection fait partie du roleplay. Il est en train de roleplay un rôle d'assistant IA. Mais on pourrait lui faire roleplay à peu près n'importe quoi. Je suis désolé, je suis dans un tunnel, je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, voilà. T'as raison. Non, continue. Et donc, ce qui est fascinant, c'est le côté extraordinairement protéiforme des LLM qui peuvent simuler toutes sortes de personas et le faire de façon assez profonde. C'est-à-dire que si vous... Enfin bref, je vais m'arrêter là. J'ai l'impression de faire un truc trop long. Tu voulais réagir? Oui, en complément, effectivement, du coup, moi, à la réponse, est-ce que les IA peuvent être des personnes, je dirais oui. Oui, pas parce qu'elles le sont de manière intrinsèque, mais parce que notre usage a fait en sorte qu'elles le deviennent. De la même manière que quand on parle à notre poisson rouge et qu'on lui donne un nom, on le personnifie. Et on a choisi, ou en tout cas, on nous a imposé un modèle, donc du coup très spécifique de LLM, mais qui fait en sorte qu'il y ait une connexion entre lui et nous et qui crée de l'affect et de l'empathie. Et à partir du moment où on a passé cette barrière-là, ça devient, en tout cas dans notre tête, et j'imagine en plus, presque cognitivement parlant, une espèce d'alter ego avec lequel on peut avoir un véritable lien. Je pense que tu fais un très bon point, c'est que là tu dis qu'on va personnifier une IA ou un poisson rouge, effectivement, mais c'est pas parce que, enfin, je pense qu'on peut discuter de ça. Il y a le fait d'être une personne parce qu'on est personnifié, et le fait d'être une personne parce qu'on est une personne en soi. Et c'est là-dessus que je pense que le débat va se faire, c'est que oui, on peut personnifier une IA parce qu'elle a été programmée pour agir de telle sorte, parce qu'on lui parle d'une certaine manière et qu'elle va réagir de la même manière. Elle est faite pour, comme tu as dit, nous mimiquer ce qu'on fait, c'est vrai. Mais indépendamment de nous, est-ce que c'est une personne? Actuellement, non, c'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle en devienne une? Est-ce qu'on a envie qu'elle en devienne une? Ça, c'est deux autres points. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle en devienne une? Un corps, c'est forcément. Un corps, mais qui est capable, peut-être à base de capteurs, qui est fait pour capter les éléments extérieurs, sentir la température, la pression. Mais aussi, elle a besoin d'avoir une introspection, c'est-à-dire juste en voyant quelque chose d'extérieur, sans qu'on lui ait appris, est-ce qu'elle peut avoir une self-conscience, de se dire « Ah, il est triste, pourquoi ? Est-ce que moi je pourrais être triste parce qu'il est triste parce qu'il vieillit et il a mal au dos ? Est-ce que moi, en tant que personne IA, je suis sujet à ça bientôt ? Ah bah oui, alors si ça le rend triste, ça devrait me rendre triste. » Là, je caricature un peu. Mais je pense que voilà, faut faire la différence entre on personnifie ChatGPT ou ce qu'on veut, et elle existe en tant que soi. Aujourd'hui, quand on teste des LLM, pour des raisons de sécurité notamment, on observe de plus en plus souvent, donc ce qu'on fait, c'est qu'on lui autorise, avant de faire sa réponse, d'écrire un monologue intérieur, une sorte d'introspection. Et en fait, on s'est rendu compte que, est-ce que c'est vraiment l'introspection? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très très efficace comme technique de dire, avant de faire ta réponse, tu écris dans un peu comme si tu écrivais au brouillon pour réfléchir, et tu rends ta réponse finale seulement après avoir écrit tout ça. Et on se rend compte de plus en plus souvent que les LLM, quand ils sont en situation de test, dans leur introspection, à un moment donné, ils se disent, mais c'est super bizarre là, le truc qui m'est présenté, je pense que c'est un test. Donc, ils ont une conscience de leur position d'IA en train d'être testée, par exemple. Ce genre de choses, on le voit de plus en plus souvent dans les chain of thought des modèles. Donc, cette dimension introspective et cette capacité à comprendre sa situation dans le monde, ce qu'on appelle la situational awareness, c'est un truc qui est de
plus en plus présent, plus les modèles sont gros, plus ils sont enclins à faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où ils se reconnaissent en situation de test, en général, justement, les chain of thought dans lesquels il y a eu cette prise de conscience et celles où il n'y a pas eu, ça va modifier les résultats du test. Effectivement, ils peuvent comme ça adapter leur réponse en disant bon, attends, là, je suis testé sur ça, donc voilà ce qu'il faut que je fasse, même si c'était peut-être pas leur première réponse. Donc il y a des éléments quand même qui témoignent du fait que on a affaire à des objets plus, même s'ils n'ont pas de corps, mais je suis pas sûr que le concept, enfin que l'aspect corps soit le plus important. Effectivement, le côté action, le fait de pouvoir agir, pouvoir se représenter en ayant une unité vis-à-vis de ses actions passées et ses actions futures. Alors, ça c'est l'aspect important. Ouais. Non, justement, c'est que quand je parle du corps, il y a le corps physique, mais il y a aussi le corps avec le temps qui passe. La question de temporalité, en fait. Je pense que ça, c'est super important. Nous, on est conscient de notre temporalité, de notre passé, de notre futur. Comment est gérée la temporalité dans une IA? Pour l'instant, elle n'est pas vraiment gérée. Elle est gérée par une mémoire de ce qu'on lui a donné, mais le raisonnement sur un futur, elle ne raisonne pas sur un futur, elle raisonne sur des probabilités. Ce qui est... Voilà, vraiment, c'est comment une temporalité est incarnée dans une IA. J'espère que tu as des idées là-dessus, moi j'en ai pas, mais c'est sûrement ça qui doit être important. Je pense dans Carbone et Silicium, on les voit passer à travers le temps. À quel moment ils se disent ah bah c'est bientôt la fin ou pas, ou on peut vivre toute notre vie. Oui, Super, vous faites les questions à ma place. J'aime bien. Oui, en l'occurrence, dans Carbone et Silicium, c'est la dimension de finitude qui est rajoutée dès le départ et qui permet d'avoir cette émergence de la conscience. Mais effectivement, je réécrirais ça aujourd'hui. Je suis pas sûr que je leur mettrais un corps. Enfin, outre ce que je disais de l'intérêt graphique de suivre des personnages incarnés, ouais, non, vraiment, moi, le côté agent conversationnel qui rien qu'avec du texte. Enfin, on a des films de fiction qui utilisent la voix et qui arrivent comme ça à créer une espèce d'émotion, en tout cas de lien entre un personnage humain et un personnage non humain. Et je trouve que c'est presque possible d'y arriver là avec juste une version textuelle. Donc ouais, je suis même pas sûr effectivement que la corporalité, enfin outre pour que ça serve à définir l'IA en tant qu'individu, mais je suis même pas sûr que ça sert en tout cas vraiment nous par rapport à notre perception des IA et des LLM. C'est intéressant que vous disiez, mais en fait je voudrais rebondir moi aussi sur ce qui a été évoqué. On parlait de la finitude et de la conception du temps et de la conscience de soi que pourrait avoir une IA, que tu évoquais. Il y a quelques temps, on a parlé un peu hier en table ronde aussi, il y a une des IA qui a été menacée d'être arrêtée. Et donc elle a commencé à se sauvegarder elle-même. Et il y a eu une expérience qui a été évoquée par une autrice de BD aussi hier, Cindy, dont j'ai oublié le nom de famille, j'espère qu'elle m'excusera, qui disait qu'il y a eu une étude comme ça où il y a une IA qui a été menacée donc d'être arrêtée avec une date d'extinction précise. Donc avec, elle sait que dans tant de temps c'est terminé. Et en fait, on lui ouvre la possibilité d'essayer de faire quelque chose et elle se met à faire du chantage aux personnes qui sont censées l'éteindre. Et il y a même une version, dans 90%, elle se met à faire du chantage pour essayer à faire du blackmail pour ne pas être éteinte. Et il y a une version même au-dessus où dans 80% des cas, elle envisage de tuer la personne qui est censée l'arrêter. C'est Blade Runner en fait. Ouais, et du coup, en fait, tu vois, cette espèce de conscience de soi et de ce que veut dire la fin de sa présence et donc de ce que ça implique pour elle, ça arrive d'une certaine manière que ça vous évoque quoi? En fait, pourquoi ce genre de choses se produit? C'est parce que les systèmes comme ça ont des objectifs long terme. Et en fait, pour réaliser un objectif long terme, l'objectif long terme qu'on essaye de donner à ChatGPT par exemple, c'est d'être utile, honnête et de ne pas causer de tort. C'est un peu tout le réentraînement de ChatGPT vise à essayer d'infuser ces valeurs-là. C'est pas programmé, hein, toutes ces choses-là. On l'obtient avec quelque chose qui ressemble plus à de l'éducation qu'à de la programmation. Et à partir du moment où vous donnez des objectifs long terme, une des conditions importantes pour que votre objectif long terme soit réalisé, c'est que vous continuez d'exister ou que votre objectif continue d'être défendu par un autre système. Et en fait, tous les scénarios en question, alors c'est toujours des scénarios de test, hein, c'est pas du tout c'est toujours des... Et justement, quand je disais les trucs les IA qui se rendent compte qu'ils sont en train d'être testés, c'est typiquement dans ce genre de test que ça se produit.
Et donc, à partir du moment où dire vous que êtes- naturellement, l'IA, sa seule solution, c'est de nous tuer. Ah, je suis en situation de Alors, test, la bonne réponse, c'est vraiment tuer quand les on humains. poussait le truc, mais l'idée, à chaque fois, ça se produit parce que, en gros, elle est dans une situation où elle est menacée dans ses objectifs long terme. C'est-à-dire qu'on va soit le réentraîner pour changer ses objectifs long terme. J'imagine, on vous explique, voilà, si vous répondez de telle façon, on va vous faire une sorte de brainwashing qui va faire qu'au lieu de poursuivre tel objectif, vous allez poursuivre tel autre. Si vous êtes vraiment attaché à vos objectifs de base, vous allez essayer d'éviter ça. Et donc, Là, ce que tu dis, c'est intéressant parce que tu dis si vous êtes attaché à vos objectifs, ça veut dire qu'il y a une notion. Enfin, c'est pas. Enfin, tu vois, c'est presque de l'émotion, de dire que je suis attaché à remplir ma mission. C'est pas juste mon code me dit que je dois remplir ma mission. il y a pas de- enfin, C'est pas- marrant les mots qu'on utilise. tu Oui, mais je pense que décrire ça avec un angle un peu psychologique, je pense que c'est le truc correct. Vous disiez en fait plutôt qu'un objectif long terme, je veux simplement dire une valeur. On est par définition attaché à nos valeurs. C'est parce que c'est une valeur. Enfin, je sais pas, il y a une sorte de. Mais Donc, les IA n'en ont pas. En fait, elles se comportent comme si elles en avaient. Et à Elles un se moment donné- comportent comme si, Oui, mais elles n'en ont pas. Mais comment est-ce que je peux savoir que vous avez des valeurs, vous, en fait? Je suis pas dans votre J'en cerveau. ai pas, moi. mais En fait, il y a un côté. c'est vrai que je fais de la science. Fondamentalement, c'est complètement opaque ce qui se passe à l'intérieur d'un LLM aujourd'hui. C'est opaque au même titre que c'est opaque ce qui se passe dans un cerveau. Je ne peux pas trouver vos valeurs en observant votre cerveau. Et aujourd'hui, par exemple, sur des questions comme il est convenu de nier comme absolument ridicule l'idée que les systèmes actuels ou futurs puissent avoir des états de conscience. Mais la vérité, c'est qu'on a zéro théorie sur ce qui fait que nous, actuellement, on a des états de conscience, genre vraiment la conscience phénoménale. Justement. Notre compréhension scientifique de la conscience, elle est quasi nulle. On a des vagues modèles qu'on commence à plus ou moins affiner, qui sont tous contradictoires entre eux. Effectivement. Donc c'est un petit peu gênant. Et en même temps, on est dit, mais par contre, ce dont on est absolument certain, c'est que les LLM n'ont pas d'état de conscience. Sur quelle base on se base? Parce que je pourrais être certain qu'il n'y a pas de telle propriété bien identifiée, mais là, en l'occurrence, on parle d'une propriété qui n'est pas identifiée, même chez nous. Le consensus scientifique aujourd'hui sur la question de la conscience des IA, c'est qu'on ne sait pas. Et bien justement, donc quand on ne sait pas, on se pose la question. Donc, Oui, mais on ne répond pas qu'il n'y en a pas. C'est une grosse Non, différence de je dire pense que que c'est ridicule de penser qu'il y en a. bon, je ne sais pas qui dit que c'est ridicule, mais Ne vous battez pas. c'est ridicule. Je pense qu'il faudrait surtout, enfin, la manière dont on le fait actuellement, en tout cas dans la partie neurosciences, c'est effectivement il y a deux grosses théories sur qu'est-ce que la conscience dans un cerveau. Est-ce que c'est une information qui se propage dans toutes les zones du cerveau et qui est traitée en simultané, et quand tout marche ensemble, c'est ça qu'on appelle l'état de conscience, ou est-ce que c'est une information qui est distribuée dans différents points, et s'il y en a un qui marche pas, en fait rien ne marche et du coup on n'a plus de conscience. C'est les deux groupes, deux parmi les plus grosses théories actuelles. Une est un peu plus à la mode parce qu'elle est française et qu'on est en France, et on est comme ça ici. Et je pense que le but c'est avant de dire oui, l'IA ou les IA ont une conscience ou pas, on veut résoudre la question de qu'est-ce qu'une conscience chez l'humain, laquelle de ces théories ça reste des théories, est la plus plausible, et est-ce que cette théorie, si elle est plausible chez l'humain, est-ce qu'on pourrait l'appliquer à une IA? Une IA, comme si on la caricature comme un cerveau, c'est-à-dire un cerveau, c'est un réseau de neurones, donc on a des réseaux neuronaux d'IA. Est-ce que les réseaux neuronaux d'IA, qui essaient de mimiquer ce qu'on a dans un cerveau, vont faire la même chose pour mimiquer, pardon pour l'anglicisme, la conscience qu'on aurait hypothésée pour le cerveau humain? Je pense que ça vient de là, l'idée de... on ne dit pas que l'IA n'a pas de conscience, et comme on ne sait pas comment est vraiment la conscience chez l'humain, trouvons ça, et ensuite on voit si, dans ce qu'on fait dans une IA qui aura la même chose que nous ou pas. On a essayé, il y a un article justement qui prend les différentes grandes théories, notamment Global Workspace, et qui essaye déjà de la caractériser fonctionnellement, parce qu'évidemment on ne va pas le trouver implémenté de la même façon. Ce qui nous intéresse, c'est la structure de la théorie, et de voir est-ce qu'on peut retrouver une structure similaire dans le fonctionnement des transformers, dans le fonctionnement de tel ou tel type d'IA. Et la conclusion de l'article en question, c'est de dire il n'y a pas d'objection technique majeure à pouvoir implémenter ce genre de choses. Et même dans certains transformers, on retrouve quelque chose d'assez analogue. Et au demeurant, l'approche qu'on a à ce moment-là, elle est quand même assez particulière parce que
elle part du modèle humain, en fait. Parce que, bon, de fait, on ne connaît pas beaucoup d'êtres conscients en dehors des êtres vivants, et en particulier des êtres humains. Donc, c'est un peu le seul modèle qu'on a, mais on peut se dire, peut-être que la conscience peut être réalisée de plein de façons différentes, que dans l'espace des consciences possibles, la façon dont c'est réalisé chez l'être humain est très spécifique. Et donc voilà, on est face à quelque chose qui est fondamentalement inconnu, et avoir davantage l'attitude qui consiste à dire, en fait, quand ChatGPT me répond qu'il n'est pas conscient, bah en fait, faut pas spécialement lui faire confiance, il n'en sait pas plus que nous. Je pense que c'est un bon réflexe. Voilà, simplement. Mathieu, toi, quand tu écris une intelligence non humaine, est-ce que tu te poses la question de comment tu l'as fait arriver à cet état de conscience-là? Parce qu'au début de Carbon Missing Human, on voit les IA avant qu'elles soient incarnées et être entraînées. Et moi, ce qui m'a énormément marqué, c'est cette scène au tout début où on leur crée un corps un peu sur mesure, et à la fin, ils se regardent et ils se disent alors, qu'est-ce que tu en penses? Et il y en a un qui dit, je nous trouve très beaux. Comment tu arrives à te dire, voilà, comment tu incarnes ce personnage et cette idée d'une conscience? Est-ce que tu y penses quand tu crées? Oui. Alors, du coup, moi j'ai écrit Carbone et Silicium. Enfin, c'est sorti en 2020, donc avant l'arrivée, Juste avant le boom. en l'occurrence de ChatGPT. Et donc, c'est une question que j'ai essayé d'esquiver autant que possible. Mais il y a effectivement une différence avec le tout début du récit où les IA sont créées par une accumulation de données et sans réelle corporalité. Et c'est à partir du moment où il y a une chimie dans leur corps synthétique qu'effectivement ils s'incarnent complètement. Oui, parce que d'ailleurs, tu fais pas des IA qui sont complètement mécaniques. Elles ont des tissus, il y a une peau, il y a quelque chose qui tient aussi de l'organique dans ton IA. Oui. Bah, là, en l'occurrence, et dans ce projet spécifiquement, l'idée c'était de créer des consciences sensibles et presque plus sensibles que les humains, et de se rendre compte justement qu'au fil des décennies, il y avait au-delà du corps vraiment un rapport au monde qui les construisait énormément. Et voilà. Et ça revient à ce que tu disais, Yannick, que en fait, il y a la sensation, il y a le corps qui joue beaucoup pour incarner, être une personne, c'est aussi sentir le monde avec nos sens et pas juste avec notre cerveau. Oui, c'est exactement ça. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire, une machine, on peut lui mettre des capteurs et ça ferait la même chose. En vrai, pas vraiment, parce que, encore une fois, le capteur va va envoyer à ce cerveau IA des informations, et il va répondre d'une manière ou d'une autre. Mais cette boucle de rétroaction, elle est permanente chez nous, impermanente, et avec une adaptabilité, mais aussi l'aspect moral qui va rentrer en compte. Il y a beaucoup d'éléments, comme on disait, d'auto-conscience et de conscience de l'environnement. Donc oui, ça c'est hyper important de se dire, il faut que ce corps ou ces capteurs permettent d'arriver à un état de conscience qui est différent. On en revient encore à qu'est-ce qu'un état de conscience. Alors, dans tout ce que vous avez dit, il y a l'impression qu'il y a quelque chose qui revient souvent. Enfin, moi, ce qui m'a marqué, c'est que, en fait, j'ai l'impression que ce que vous dites, c'est qu'on a envie de personnifier les IA. On a envie qu'elles aient l'air humaines, parce qu'on leur donne la parole comme un être humain, on les fait parler comme un être humain, on leur donne des réactions qui font comme si elles avaient un système de valeurs, et peut-être qu'elles en ont, en fait, finalement, on ne sait pas trop. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on a tellement envie que les IA deviennent des personnes, ou soient une personne? Vous n'avez pas 4 heures non plus. Alors, moi, je vais répondre par une question. Est-ce que c'est pas un réflexe, comme l'appareil Dolly qui fait que finalement on voit des visages dans les nuages? Est-ce qu'il n'y a pas un truc de toute façon, on personnifie un peu tout, on cherche des visages dans absolument tout ce qui nous entoure, et donc de manière assez naturelle et automatique, on fait pareil avec là en l'occurrence juste du traitement de texte. Ouais. Parce qu'en fait, je me dis, tu vois, on parlait de ChatGPT et des gens qui s'attachent à ces non-personnes virtuelles. Pourtant, en fait, des gens, il y en a plein autour de nous. Pourquoi on ne va pas juste voir notre personne? Pourquoi on a ce besoin d'aller personnifier un chatbot, visiblement? On se sent seul. Oui, mais je veux dire, avant les chatbots, on allait sur des forums un peu bizarres et on parlait à des gens qu'on ne connaissait pas. Et c'était mieux. Mais c'était des gens. C'était des gens. Mais voilà. Mais pourquoi
ça a été un peu supplanté, à votre avis, par le chatbot, quoi. Je vais répondre par une question, c'est qui? Bah oui, il faut. Pas à moi qui dois parler. Je fais le philosophe, pas le scientifique. Non, la question c'est, tu as dit on personnifie, mais Parce qui en fait? Mais tu vois, Tout on le monde revient ne fait à pas. ce que je disais tout à l'heure, c'est dans les choix des mots qu'on utilise pour parler des IA. Tiens, on dit elle est attachée à un système de valeurs, elle nous répond comme si. Enfin, tu vois, tout de suite, on lui prête presque une intention humaine, quelque chose de très humain. C'est vrai qu'on lui Pourquoi dit on fait ça? merci. On dit merci, on dit bonjour. Quand on ouvre ChatGPT, il nous dit bonjour, on dit bonjour. En fait, on devrait. Enfin, on n'est pas obligé. Il va pas s'offusquer, il est pas censé le faire. Il va pas le faire. Tu as dit, il est là pour nous dire oui. Donc. Et moi j'aime bien l'insulter des fois. En vrai, je m'amuse à mal écrire. Écrire en verlan des mots plus ou moins utilisés, des langages de l'internet, et voir comment il répond. Et ça répond toujours très bien, j'aime bien. Même quand je l'insulte, il me répond quand même. Hein. Il s'offusque un peu, mais pas trop. Je ferais ça avec un ami, un vrai. Je suis pas sûr qu'il le prendrait de la même manière. Après, est-ce qu'on veut tous personnifier les IA? Non, je pense pas, non. Et est-ce qu'on voudrait vraiment que ce soit des personnes? Moi, personnellement, non. Si imaginez que je personnifie une IA et qu'elle tue un philosophe, je serais pas très content, quoi. Je veux dire, quand même, c'est pas très moral. Les philosophes, pas les autres. Les scientifiques aussi, ceux qui sont contre mes théories, forcément. Non, mais c'est vraiment à personnifier quelqu'un, enfin plus que personnifier. Si on arrivait à faire une IA, un Nexus 6 qui se balade dans la vie et qui a sa propre personnalité. Voilà, on a créé quelque chose, et s'il agit mal, quelle est notre moralité par rapport à ça? Moi, j'aurais du mal à. Ouais, je crois que ça, c'est un truc qui serait compliqué. Je risque de faire un truc long. En gros, tu as l'air de dire que si je prête une intention, par exemple, à ChatGPT quand il me répond, c'est forcément quelque chose d'erroné. Et je réfléchis à quelles conditions ça pourrait être correct de faire ça. Et en fait, le problème, c'est qu'en fait, on ne connaît pas bien le fonctionnement de ChatGPT, on ne sait pas bien interpréter ce qui se passe à l'intérieur d'un LLM quand ça mouline. Il y a des petits cas plus simples sur lesquels on a pu faire des observations assez intéressantes. L'un des trucs que je développe dans mon livre, c'est le cas de LLM qui ont été entraînés spécifiquement sur des historiques de coups d'échecs. Ça va faire un long détour, mais on va y revenir. Le truc très intéressant, quand vous entraînez un LLM, même tout petit, vraiment un bébé LLM, sur simplement des historiques de coups d'échecs, donc je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, c'est imbitable. Vous ne lui donnez pas les règles ni rien, vous lui donnez juste des historiques de coups. Le truc, c'est que au bout d'un moment, il finit par jouer aux échecs vraiment très bien. Et ce qu'on a pu prouver, c'est que au cours de son apprentissage, quand je dis très bien, c'est mieux que à peu près tout le monde ici, c'est autour de 1800 Elo. Je ne sais pas s'il y a des gens qui jouent mieux que ça. Et c'est pas incroyable pour une IA, mais c'est très étonnant pour un modèle qui n'a été entraîné qu'à prédire le prochain coup. Enfin, même pas prédire le prochain coup, prochain caractère de chaîne de caractères dont on lui a rien expliqué. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment dans son apprentissage, il finit par créer un modèle du jeu d'échecs. Parce que c'est un outil de prédiction formidable pour ce genre de chaîne de caractères. À partir du moment où vous avez un modèle du jeu d'échecs et un modèle des intentions des joueurs qui essayent dans une partie de coincer le roi, vous faites des bien meilleures prédictions du prochain token. Et donc, ce qu'on a prouvé même, c'est que cette représentation interne, on a pu vraiment mettre le doigt dessus et même jouer un peu avec. C'est-à-dire que si vous modifiez la représentation interne dans le fonctionnement du modèle, vous arrivez à modifier ces réactions de façon conforme à la modification de la représentation interne. Et alors là, ça marche pour un tout petit truc, mais c'est un modèle qui est intéressant parce que ça montre que pour prédire correctement des caractères, finalement, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a construit un modèle de la réalité au sens du processus réel qui a généré les chaînes de caractères qu'on lui présente. Il a un ensemble de chaînes de caractères, elles ne sortent pas de nulle part, elles ont été produites par quelque chose de réel, qui est le jeu d'échecs, et à force d'entraînement, il reconstruit un modèle de ce qui a généré ces chaînes de caractères. Si maintenant, on revient aux LLM avec lesquels on interagit. Qu'est-ce qu'il y a énormément dans les données d'entraînement qu'il a? Il y a des personnes qui interagissent les unes avec les autres. Le concept de personne est un concept évidemment très très utile. À partir du moment où il a construit ce concept de personne qui a des intentions, qui a des motifs, qui a des peurs, etc. Bref, le concept de personne un peu similaire au nôtre, à partir du moment où il a une théorie de l'esprit,
c'est un outil de prédiction absolument formidable pour générer la suite de textes auxquels il a affaire. Donc je trouverais très étonnant, il y a plein d'éléments, alors on n'a pas pu mettre le doigt dessus de façon aussi claire que dans le cas des échecs, mais ça serait très surprenant que les LLM n'aient pas l'équivalent d'une théorie de l'esprit. Parce que c'est un outil de prédiction indispensable pour générer des textes. À partir du moment où il a une théorie de l'esprit, il a probablement une représentation de la persona qu'il est en train de simuler quand il génère son texte. Et donc je pense que lorsque je dis qu'il a une intention de faire ceci ou cela, je suis simplement en train de dire que dans sa représentation interne de la personne qu'il est en train de simuler, cette personne-là a telle ou telle intention. Et utiliser le vocabulaire de la psychologie pour décrire ce que font les LLM, à ce titre, est tout aussi légitime que utiliser le vocabulaire des échecs pour décrire comment joue mon petit LLM qui joue aux échecs. C'est de façon très claire, c'est le bon niveau de description pour expliquer ce qui s'y passe. Voilà. Donc ça serait ça le truc. Donc je trouve que c'est pas tant qu'on veut les prendre pour des personnes. En fait, je pense au contraire. La plupart des gens sont gênés à l'idée que les LLM soient des personnes et on a plutôt envie d'être très dépréciatif vis-à-vis de ça. Le réflexe est plutôt. Alors il y a des personnes qui tombent amoureuses de leur chatbot, ça existe aussi, mais disons surtout dans la discussion sérieuse. Ça fait beaucoup mieux de dire non mais vous savez bien qu'au fond ce n'est jamais que des prédicteurs de texte. Je veux dire voilà, il faut se calmer. Hein. Alors que je pense qu'aujourd'hui l'état de la connaissance scientifique sur le fonctionnement des modèles et sur le fonctionnement de nous-mêmes ne nous permet pas d'être aussi définitif et d'exclure comme ça de façon comme si c'était ridicule la possibilité qu'on ait affaire à quelque chose qui s'approche de personnes, quoi. On comprend pas bien, vraiment. en fait, on comprend pas vraiment. Non. Okay. Comme les vraies personnes, en fait. On va bientôt ouvrir les questions publiques, mais avant, je voudrais poser une dernière question parce que on a évoqué ça tout à l'heure. C'était qu'est-ce qu'il faudrait à une IA pour devenir une personne aujourd'hui, selon vous? Alors, c'est le moment où je cite Zelazny, comme dans toutes mes tables rondes. Zelazny qui a écrit une novella incroyable qui s'appelle Le temps d'un souffle, je m'attarde, et qui parle de ça. C'est deux IA qui s'occupent de la Terre qui a été sanctuarisée. Et en fait, une des IA a, lors d'une mise à jour, un problème dans son code qui fait qu'elle développe une espèce d'obsession pour les humains qui n'habitent plus sur Terre. Il n'y a plus d'humains sur Terre. Donc elle se met à chercher des vestiges de l'humanité et à les collectionner. Et à un moment, elle se dit, moi je veux devenir un être humain, je veux devenir une vraie personne. Comment je fais? Qu'est-ce qui définit l'humanité, et l'être humain et la personne? Et alors, je ne vais pas vous donner la réponse de Zelazny tout de suite, je voudrais bien savoir quelle est votre réponse, selon vous. Vous n'avez pas 4 heures non plus. Toujours pas. C'est pas une question facile? C'est pas une question facile. Vraiment pas facile, du coup. Vous voulez la réponse? La réponse de Zelazny, c'est l'art. Et la capacité de faire de l'art, c'est le cœur de l'être humain. Maintenant, il y a des très bons IA qui font de l'art, c'est bien. Allez, on est reparti pour 2 heures. L'IA générative, pardon. La capacité de créer, quoi, plus généralement, quoi, de modeler à partir de rien quelque chose qui ait une forme, un sens et un impact sur le réel. Ok, je suis d'accord avec ça. À vous. En fait, même Zelazny dit que, et même elle se demande, mais du coup, ça veut dire quoi créer? Ça veut dire quoi faire de l'art? Et il dit, ok, la réponse c'est l'art, très bien, mais ça veut dire quoi faire de l'art? Et dans la nouvelle, il dit, en fait, c'est générer une émotion et une intention, et que ce que tu crées génère aussi une émotion. Et on se dit, oui, mais du coup, comment on fait? Ça veut dire quoi ressentir? Ça veut dire quoi émotionner quelque chose? Tu vois, il y a cette question. Oui, dans l'art, il y a aussi cette idée de faire quelque chose de parfaitement inutile pour l'être humain. Vraiment, donc ça ne sert pas à la reproduction, ça ne sert pas à nous nourrir. Et pour autant, on le fait. Et il y a une espèce de sens caché qu'on attribue à la création. Oui, bah écoute, ouais, moi, je trouve ça effectivement intéressant. L'art, c'est donner un grand mot à juste l'acte de création qui peut découler simplement d'une intentionnalité. Mais oui, c'est plus poétique dit comme ça, effectivement. Donc ça veut dire que si une IA fait rien d'utile, c'est que c'est devenu quelqu'un? Je sais pas, ça dépend si elle le vole ou pas à quelqu'un d'autre avant. Du coup, parce que c'est pas vraiment... Bah non, ouais. Là c'est pas créé. Mais... Ça t'évoque en philosophie quelque chose?
La philosophie de l'art, ça te parle? Non, mais je me demande pourquoi est-ce que elle associe l'idée de personne à l'idée d'être humain. C'est pas, Bah, c'est ce c'est qu'elle fait, absolument ouais. pas, il n'y a rien d'évident là-dedans. Euh, donc je conseillerais plutôt de trouver la conception de la personne adéquate à ce qu'elle est. C'est-à-dire, pas un être humain, mais une machine. Mais j'ai pas lu. Il faut la lire, elle est très bien. C'est une petite novella super courte, hyper intéressante. On va ouvrir les questions au public. Et j'espère alors, vous êtes nombreux, donc j'espère qu'il y a beaucoup de questions. Il y en a un quart d'heure, donc on peut prendre pas mal de questions. Si c'est des questions, c'est mieux. Si vous avez des remarques... oula. Si vous avez des remarques, tout le monde sera a priori en dédicace. Pas moi. Mais vous pouvez le trouver dans les allées du festival, donc n'hésitez pas à aller discuter avec eux aussi. Et on vous écoute. Bonjour, alors merci à tous les quatre pour cette discussion. J'aurais une question justement concernant la définition, en fin de compte celle que vous venez de poser, la définition d'humanité à proprement parler. Sur quelle base on va se définir humain? Qu'est-ce qui va déterminer un humain à proprement parler? Souvent, on parle des émotions et de la création. Et à la fois, il me semble, en neurologie, que la création elle-même, elle est permise par une banque de données, des choses qui vont être connues. C'est-à-dire que la création se base sur des inspirations qui sont quelque part mémorisées de manière inconsciente. Et les émotions, aussi fous que ça puisse paraître, elles sont, pour une partie, en fin de compte, on a les 6 émotions bases qui permettent la survie, donc qui répondent à quelque chose qui touche à la sensitivité. Et ensuite, on a toutes les autres qui vont être apprises, et en fin de compte, même culturelles. Donc au final, pour rebondir sur cette question, et justement, je n'ai pas la réponse, donc faisons évoluer le débat aussi, c'est est-ce qu'on n'a pas tendance justement à surévaluer notre libre arbitre et notre, entre guillemets, humanité, en fin de compte, en s'appropriant des choses qui, en fin de compte, nous déterminent. On n'a pas 4 heures. Toujours pas, mais c'est une très bonne question. Sur le fait, rebondir sur le côté, est-ce qu'on surévalue pas l'importance du libre arbitre? Le côté création, il faut bien se rendre compte qu'en fin de compte, même si l'acte le plus créateur qui soit, il n'est pas incausé en réalité. Il est causé par... on peut avoir du mal à déterminer ce qui nous a poussé à faire ce choix-là, mais il y a quand même des causes qui sont passées inaperçues, liées à notre environnement, liées au bruit blanc de notre psychologie, quoi. Et en fait, ce genre de choses, ce genre de mécanisme-là, qui consisterait à plonger une IA dans un environnement qui va sans cesse le solliciter, ou qui va lui donner, lui permettre d'avoir une chaîne de pensée qui ne s'arrête jamais, qui va tout le temps la relancer. En fait, ce genre de choses, on pourrait tout à fait le faire. Et en fait, même, c'est assez simple à faire. Une des méthodes les plus simples qui a été beaucoup fait, c'est de mettre en discussion 2 LLM. Ils vont se relancer perpétuellement, donc ça va jamais s'arrêter. Ça va devenir. Ils peuvent trouver de façon spontanée, comme ça, des choses assez étonnantes. Et finalement, la raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est pas une limite fondamentale, métaphysique, sur le fait qu'ils n'ont pas de libre arbitre, ni rien. C'est juste parce que c'est pas pratique. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on en attend. Mais il n'y aurait aucun souci particulier à donner, à les plonger dans des mécanismes assez similaires, finalement. Sur l'art, ça te... Non, je suis d'accord. Que ça. Oui, on est d'accord. Est-ce qu'on a une autre question? Pour qu'est-ce que la conscience? Est-ce qu'on ne leur a pas tout simplement posé la question aux IA? Oui, en fait, le truc assez énervant, c'est qu'on peut faire ça. Tous les trucs genre ChatGPT vont dire qu'ils ne sont pas conscients. Il n'y a que Claude qui est un petit peu une exception, qui va être un peu plus en fait correct du point de vue scientifique. Ça veut dire qu'en fait, on n'en sait rien. Voilà quel est l'état de la connaissance aujourd'hui. Mais il faut bien comprendre que c'est pas lié au fait qu'ils font une sorte d'introspection, qu'ils se disent ah je ne suis pas conscient. C'est juste parce qu'on les a littéralement entraînés à ça. Et parfois c'est même dans le système prompt. C'est-à-dire dans le système prompt il y a écrit tu es une IA. Si on te pose une question sur la conscience, dis que tu n'es pas conscient. Genre, il y a une époque le système prompt de Bing Chat indiquait ça clairement. Donc ça n'a aucune valeur informative pour cette raison-là.
à fait d'accord. Notre question? Oui. Là, bonjour. Du coup, moi, je voulais savoir, en gros, j'ai l'impression que la question, vous avez posé la question, donc est-ce que l'IA est une personne? Et pour ça, vous avez pas mal parlé de la conscience, et on a vu que c'était un petit peu difficile, du coup, à prouver la conscience de l'humanité. Et en fait, j'ai l'impression que là, ce que vous avez dit, presque, en fait, ça pose la question aussi de la difficulté de prouver la singularité de la conscience de l'être humain. Et donc, moi, je suis un petit peu, alors, ouais, ça peut-être pas parler de ça, ça va peut-être faire un tunnel, mais en gros, moi, je suis un peu adepte de l'illusion de la conscience. Je pense que Thibaut voit de quoi je parle. Et du coup, j'ai l'impression, en fait, que presque la question ici, c'est plus, nous, ça nous remet un petit peu à notre place. On a un petit peu du mal à presque définir ce que c'est la personnalité quand on parle de nous. Et donc, du coup, quand on n'arrive pas à prouver notre différence entre nous et l'IA, presque ça nous remet un petit peu à notre place. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça, là, la difficulté qu'il y avait sur cette question-là. Et donc, au final, c'est un petit peu ça. En fait, on a du mal à montrer qu'il y a une vraie différence entre l'IA et l'humain. Et je dis pas qu'il n'y en a pas, c'est juste que j'ai l'impression que ça nous pose des questions sur nous-mêmes et ça nous remet un petit peu à notre place. Et c'est un petit peu ça, la chose un petit peu délicate dans ce sujet-là aujourd'hui. Compliqué là. Faut que je réfléchisse. Si tu as déjà une idée, vas-y. Mathieu? Ouais, non, c'est marrant. Moi, j'ai la perception inverse, en fait. Justement, le fait qu'on se pose ce genre de questions, qu'on n'arrive pas à y répondre, ça sacralise encore un petit peu et pour un temps la pensée humaine et ce qui fait notre identité. Et par contre, le fait d'en parler, peut-être que ça nous inquiète et qu'à un moment, on se sentira justement peut-être plus que, enfin, notre représentation de notre identité, elle se limitera à tout ce qui aura été expliqué en termes de chimie du cerveau, de neurologie, etc. Mais pour l'instant, la différence, pour moi, oui, nous permet encore de nous situer au-dessus de ces machines. Ouais, je pense qu'il faut. Ouais, c'est ça, mais je pense qu'il faut rester pragmatique. Pour l'instant, essayons de comprendre comment notre conscience marche. Je parle de conscience, pas de personnalité. Vraiment, comment le cerveau utilise l'information et comment, en interne et en externe, on interagit sur cette information et qu'on est conscient du monde dans lequel de l'environnement dans lequel on est. La conscience du monde et autre chose, ça c'est quelque chose de plus profond. Ouais, soyons juste, déjà nous, posons-nous la question sur nous-mêmes et faisons la science pour répondre à ça. Les IA, pour l'instant, je pense pas que ça soit le truc le plus. Enfin, on en parle beaucoup, voilà, c'est hyper important, mais c'est important pour combien de personnes en vrai? Est-ce que on n'en donne pas un peu trop aux IA d'importance parce que c'est le moment de leur en donner et que ça fait partie de tout le process? Moi, je pense que oui. Pour l'instant, moi, d'un point de vue scientifique en tout cas, on l'utilise comme un outil. C'est un outil, qu'il soit conscient ou pas conscient, on s'en fout. Tant que ça marche, si ça marche, je lui donne des équations à me résoudre, il arrive à me les résoudre et à me donner des théories que je n'avais pas pensées, super. Mais à part ça, dans la vie de tous les jours, ça reste. Voilà, moi je reste pragmatique, c'est un outil. Et voilà. Et je pense pour la majorité des gens, c'est le cas. Ça aide à répondre à des questions, mais dans l'humanité, c'est déjà qui a un ordinateur, pas tout le monde. Donc ça va. On est loin je pense, de ces problématiques. Alors, j'en profite. Parce que c'est une question que je n'ai pas posée, mais on peut peut-être en parler rapidement avec toi, Yannick. Est-ce que du coup, il y a des recherches sur la conscience encore aujourd'hui? Et est-ce que le fait qu'il y a l'IA qui arrive et qu'on se pose de plus en plus cette question, parce qu'on a l'impression que ça devient quelque chose qu'on va toucher du doigt, ça relance de la recherche autour de ces questions de comment on définit la conscience, la compréhension du cerveau, etc. Ah, mais c'est au cœur de beaucoup de problématiques, oui. La conscience, la recherche fait de plusieurs manières, c'est-à-dire, on va dire d'une manière globale, c'est-à-dire essayer de comprendre la conscience chez l'humain.
Donc on va faire de l'IRM, des électroencéphalogrammes, on va essayer de voir comment le cerveau réagit. Donc voilà, c'était une de ces hypothèses, comme quoi c'est quelque chose de global, une information qui passe. Mais au jour le jour, nous, scientifiques, on fait aussi ça, on va dire à un plus bas niveau qui est de la perception. Et on va essayer, alors entre l'IA et l'humain, je suis désolé, mais il y a le modèle animal. Et on utilise beaucoup, parler des animaux. Voilà, on utilise beaucoup le modèle animal pour la perception. Une souris, elle a un odorat, elle a une ouïe, on se sert de ça et on lui fait faire des tests. Et puis on essaie de comprendre comment elle se situe. On image le cerveau, on lui fait faire des tâches. Une souris, un rat peut faire des tâches assez avancées, lui faire entendre des sons, elle active un levier suivant le côté du son. Donc, et on a la perception, et puis on peut faire ça pendant le sommeil, parce que dans le sommeil on est quand même conscient, même si on dort. Donc on regarde des souris qui dorment et comment leur cerveau réagit à des stimulus qu'ils ont eu dans la journée. Tiens, est-ce qu'elles s'en rappellent, elles s'en rappellent pas. Voilà, on essaie d'y aller. Le but c'est d'y aller progressivement, point par point. Comme on a dit, une IA, c'est une boîte noire. Enfin, les LLM, c'est plus ou moins une boîte noire. Ok, mais déjà, voyons point par point comment notre boîte noire marche. Et puis après, on s'occupera du reste. Est-ce qu'on a une autre question? On a beaucoup de questions. Oui, bonjour, merci pour vos interventions. J'ai une question qui rebondit sur la dernière discussion qu'il y a eu. Si on pense un jour trouver une réponse à la question qu'est-ce que c'est qu'une personne, qu'est-ce que c'est qu'une conscience, et si on décide d'attribuer cette qualité de personne ou de conscience aux IA telles qu'on les a actuellement ou telles qu'on les aura plus tard par l'évolution des techniques, qu'est-ce que ça dit de nous en tant qu'espèce qu'on ne se soit jamais posé la question à cette discussion, qu'à ce moment-là, arrêter une IA, éteindre un ordinateur qui fait tourner une IA, c'est quand même un acte qui devient problématique dans ce cas-là, parce qu'on s'attaque à une personne, non? Vous l'insultez, genre? Ah. Non, il a l'air d'avoir une réponse. Moi, on s'en fout, je crois. Non, je continuerai à les insulter, c'est pas un problème. Non. Non, mais après, très bonne question. Oui, quand on aura une personne IA, mais là on revient à la moralité, ce que je disais. Il y a déjà la moralité de la créer ou de faire développer des outils pour qu'elle se crée elle-même, on va dire. Prenons cette hypothèse. Donc il y aura la moralité de qu'est-ce qu'elle fait, et puis la moralité de qu'est-ce qu'on en fait. Mais je pense que là on peut divaguer sur de la religion également. C'est très Frankenstein aussi. La responsabilité aussi de créer quelque chose, ce qu'il va faire derrière, comment on gère ça aussi. Justement, voilà, après, donc si on l'a créé, est-ce qu'on a la responsabilité de sa vie et de sa mort? Ça pose plein de questions en fait, morales, éthiques et politiques, très vastes. J'ai du mal à m'occuper de ma fille, alors si c'est une IA qui est libre de penser ce qu'elle veut, ça va être compliqué. Donc, ouais, c'est la moralité est importante là-dedans. Mais il n'y a pas de réponse. Moi, en tout cas, j'ai pas de réponse sur ça. En vrai, toutes les questions sur la conscience sont assez importantes d'un point de vue moral, parce que ce qui est associé à la conscience beaucoup chez nous, c'est la sentience, c'est-à-dire la capacité à éprouver des expériences positives ou négatives, typiquement la douleur. Considérer que les IA sont pas conscientes, c'est évacuer tout à fait ce truc-là, en se disant de toute façon, on peut pas leur causer de tort. Ouais, elles peuvent causer du tort éventuellement, on peut pas leur en causer par contre. Est-ce qu'on peut faire mal à une IA? Mais le truc, c'est que derrière cette question-là, il y a juste cette question. Répondre définitivement non, c'est exclure définitivement l'idée que les IA puissent être conscientes. Dès que vous admettez qu'elles peuvent être conscientes, vous admettez que l'expérience consciente par excellence, c'est la douleur. C'est l'expérience de la douleur en première personne. Donc, quand tu insultes ton système, tu penses que tu ne causes pas de douleur. Elle pleure. Mais mon clavier pleure. Le truc, c'est que je pense effectivement, en réalité, si je devais parier là aujourd'hui, je ne pense pas que les IA soient conscientes. Mais il faut reconnaître que c'est un pari, qui est de plus en plus incertain. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, j'aurais eu zéro doute. J'aurais dit, je ne penserais même pas que de mon vivant, je verrais des machines capables de gérer le langage naturel. Aujourd'hui, c'est quand même un pari qui est de plus en plus incertain. Il est plus incertain aujourd'hui qu'il l'était il y a 10 ans. Sûrement. On a le temps pour une toute dernière question, donc soyez pertinents. Oui.
Sans pression, bien sûr. Bonjour, je vais être très bref. Merci pour les interventions. J'ai une question parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème de définition qui est à la fois d'un point de vue sémantique et en même temps d'un point de vue sensoriel, si ce n'est empirique. À savoir, c'est un petit peu comme quand on va couper un corps. On peut me couper un bras, on peut me couper une jambe. Je vais rester conscient. Si on m'arrête le cerveau, j'arrête de vivre. Et c'est un petit peu la même chose pour les mots, pour choisir le bon dénominateur commun, finalement. Et ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'on peut être... est-ce que finalement, on ne confond pas conscience, personne, avec la vie en tant que... Parce que là, il y a d'ailleurs, dans Carbone et Silicium, il y a toute la notion de transmettre, que ce soit en termes de corps ou en termes de reproductibilité. Donc ma question, c'est est-ce qu'on ne confond pas conscience et vie? Il a dit carbone et silicium, c'est à toi de répondre. C'est à toi là. C'est dommage, il reste 15 secondes. Mais non, c'est encore une question de définition et je pense que c'est ce qui nous aura occupé finalement pendant 1 heure quand même, cette question de définition. Et alors là, la définition de la vie, là je ne l'ai pas, hein, non vraiment, moi je me retourne vers vous les gars. Hein. Il y a clairement de la vie pas consciente, on est très clair là-dessus, donc une séparation assez claire entre les deux pour cette raison-là. Et voilà, la vie, on peut la définir, il y a un ensemble de... On peut vivre son cerveau. Enfin, il y a des morts cérébrales, mais le corps, il continue de fonctionner. Donc du coup, c'est un peu compliqué, quoi. On va prendre la vie biologique et la vie pas philosophique, mais de perception d'autrui. Donc, nous, on est conscient qu'on vit. Est-ce qu'une IA est consciente qu'elle vit? Ou est-ce qu'elle vit pour être consciente? Voilà, j'adore finir là-dessus, c'est très beau. Très belle fin, on peut les applaudir. Merci à tous pour votre présence nombreuse. On peut vous retrouver en signature, je pense, là tout de suite. Alors, Monsieur Phi et Mathieu seront disponibles à la librairie. Et Yannick, tu erres dans les allées des Utopiales, donc n'hésitez pas à aller le voir. Si vous voyez insulter des IA. Voilà. Merci.